Sur son site internet realpolitik.tv, Aymeric Choprade écrivait il y a quelques jours « Une nouvelle fois après l'Irak, la Yougoslavie et la Libye, l'Occident a recours au mensonge le plus grossier qui puisse être, l'accusation d'usage d'armes de destruction massive. La vérité est que le régime syrien est en train de gagner la bataille contre les terroristes islamistes et qu'il n'a pas besoin d'armes chimiques pour cela. Fort du soutien de l'Iran, du Hezbollah libanais et de la Russie, soutien politique sans faille, il est en train d'écraser son opposition islamiste, minoritaire dans le pays, bien que les sunnites soient majoritaires. Et cela face à une rébellion islamiste internationale qui n'a plus d'autre issue que de tenter d'impliquer la France, le Royaume-Uni et les États-Unis dans la guerre. Il faut dénoncer avec la plus grande fermeté ce mensonge de la rébellion islamiste et son soutien par le gouvernement français, soutien qui s'apparente autant à une trahison des intérêts de la France qu'à un crime contre la paix internationale. Plus que jamais, il devient urgent de libérer la France des forces hostiles qui se sont installées au sommet de l'État, alors même que l'immense majorité de ceux qui servent cet État, dans les échelons subalternes, sont restés loyaux à la France et au bien commun des Français. Cher Aymeric Choprade, bonjour. Je voulais vous rassurer, nous sommes là pour ça et pour vous citer encore, pour mettre fin au grand remplacement, à la dormition européenne, à l'écrasement des valeurs familiales et des fondements de notre civilisation, car le temps du grand soulèvement est venu. Donc nous allons parler de cela aujourd'hui donc avec Aymeric Choprade, que je suis ravi de recevoir dans mon émission pour la première fois. Bonjour. Non pas sur Radio Courtoisie, mais dans mon émission. Et Michel Janva, qui va nous éclairer, puisque c'est depuis plus d'un an notre lumière à tous en France, quasiment dans le monde. Parce que j'ai des amis au Caire qui ne vivent qu'au rythme du Salon Beige. Donc merci Michel d'être avec nous aujourd'hui. Donc le sujet effectivement est grave, parce que le bruit des bottes se fait de plus en plus lourd. Est-ce que les socialistes français vont une fois de plus provoquer une nouvelle guerre mondiale et vont entraîner la France dans une nouvelle catastrophe, Aymeric? Alors c'est difficile de répondre à brûle pour point à cette question. Ce qui est certain, à mon avis, c'est que la France est en train de s'engager dans de bien mauvais chemins, contraires à la fois à la vérité et contraires à ses intérêts propres. Alors il faut effectivement démêler cette crise, essayer de comprendre un peu mieux pour quelles raisons nous sommes empêtrés dans cette affaire. C'est évidemment une question géopolitique de grande ampleur, la question de la Syrie et au-delà de l'Iran et des grands rapports de force entre la Russie et les États-Unis. Mais ce qui est certain, et je le dis clairement dans ce texte, c'est que j'utilise le mot fort et j'en ai conscience de trahison, parce que c'est pour ça que je l'ai repris. Absolument. C'est une trahison par rapport à la vérité. La France, jusqu'à présent, quels que soient les gouvernements, avait quand même essayé de ne pas trop mentir. Et là, je pense en Libye, oui, en Libye, on effectivement, on avait déjà commencé. Oui, mais c'est la première fois qu'on sort quand même des rapports dits de service. Qui ne sont pas signés d'ailleurs d'un service. Vous avez bien noté qu'on parle de rapports des services spécialisés, mais on ne dit pas que c'est la DGSE. Ce qui, à mon avis, est quand même un signe d'espoir, parce que ça veut dire que la DGSE n'a quand même pas osé signer ce pseudo-rapport produisant des preuves qui n'en sont pas, et que c'est avant tout un rapport produit par le politique pour essayer de corroborer ces affirmations. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire sur cette affaire, c'est que c'est un nouvel épisode de l'affrontement post-bipolaire entre les États-Unis et le reste du monde pour s'imposer, pour dominer. C'est un épisode nouveau, mais qui s'inscrit dans la continuité de ce qui s'est passé en Irak, en Yougoslavie, en Libye, et aujourd'hui en Syrie, et peut-être demain en Iran. Donc à chaque fois, il faut diaboliser l'adversaire, il faut lui trouver des armes de destruction massive, il faut montrer qu'il est une sorte de succédané de nouvel hitlérisme, il faut sortir toute la panoplie de la fabrication de l'opinion publique, renverser cette opinion publique et puis lancer la guerre. Mais si l'on reprend cette crise depuis le début, on voit que à chaque fois l'agresseur, ce sont les États-Unis et ceux qui les suivent, et que cela repose toujours sur une sorte de mensonge de fabrication de l'opinion publique qui a recours au procédé habituel des armes de destruction massive. Alors moi, il y a quand même une question qui à chaque fois me scotche par rapport à ces problèmes-là, c'est l'attitude des médias français.
on est quand même, je parle pas évidemment de Radio Courtoisie ou du Salon Belge qui fait figure, les deux font figure de seul halo de liberté en France, ou en tout cas de vérité. Pourquoi a-t-on un tel mutisme ou une telle unanimité des médias français sur ce sujet-là, une fois de plus? Je vous avais cité une expression qui n'était pas de moi tout à l'heure, la dormition. C'est Dominique Vénère, cette belle expression que je lui ai empruntée. Je vais en emprunter une autre à quelqu'un d'autre que j'ai entendu récemment et je trouve très très juste. C'est force d'occupation mentale à propos des médias. C'est Laurent Ozon, je crois, qui parlait de force d'occupation mentale. Et je trouve que c'était une belle expression. C'est très imagé, mais c'est ça. En fait, les gens sont occupés par le mensonge des médias sur de très nombreux sujets. Et les médias dominants dans le monde occidental ne font que qu'être la caisse de résonance des intérêts oligarchiques occidentaux, essentiellement américains, et ceux de leurs alliés. Alors c'est une guerre. Qui sont, en l'occurrence, les alliés en Europe, en Europe, l'État d'Israël également, l'État d'Israël qui sur la question syrienne, on en reparlera après, à mon avis, a eu des débats internes assez importants parce que il y avait ceux qui étaient partisans d'une recomposition passant par l'effondrement de la Syrie et de l'Iran, et ceux qui se disent quand même que cet océan de frères musulmans qui est en train de s'installer partout n'est pas forcément non plus à terme dans l'intérêt d'Israël. Donc il y a eu des débats, mais je crois que le débat il est tranché clairement. Il suffit de voir aujourd'hui l'attitude de l'AIPAC, des principaux lobbies juifs au Congrès américain. Ils sont clairement bellicistes, clairement en faveur de la guerre. Donc le débat manifestement a été tranché autour de Netanyahou et dans les principaux lobbies pro-israéliens. On était étonné de lire à la une du New York Times justement des reportages mettant en avant les islamistes rebelles et leur mode de fonctionnement en montrant un petit peu le visage de ce qu'ils étaient. Ils essayent de tempérer justement le côté belliciste qui se développait aux États-Unis, parce que bon, le New York Times, on sait qu'ils sont, c'est la doxa américaine, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas un hasard s'ils se mettent à évoquer d'un coup le côté obscur des rebelles. De même, c'était dans le même New York Times, Edward Luttwak a commis un texte où il expliquait que c'est un peu la stratégie du chaos, que les États-Unis n'avaient rien à gagner à la victoire de l'un ou de l'autre, et donc plutôt une espèce de stratégie à l'irakienne où il n'y a plus de vainqueurs, plutôt un chaos général géré par les autres. Mais d'abord, aux États-Unis, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la stratégie de soutien aux islamistes, qui est ancienne. Cette stratégie, elle visait à détruire les régimes nationalistes arabes depuis l'Irak, à soutenir toutes les forces islamistes. On l'a vu également en Bosnie, on l'a vu en Libye, on le voit en Syrie. Si on voulait dire les choses très simplement et de manière schématique, on pourrait dire que la stratégie du soutien à l'islamisme, c'est plutôt la CIA. Et les questions qui se posent quant à cette stratégie, c'est plutôt à l'intérieur du Pentagone qu'on les trouve, et notamment chez les militaires qui concrètement font la guerre et se retrouvent en face, en Afghanistan ou ailleurs, avec des islamistes. Donc il y a des questions. Vous parliez des médias tout à l'heure. Les médias aux États-Unis, ils sont le reflet peut-être un peu plus transparent des débats qui existent, plus transparent qu'en France. En France, on voit bien qu'à l'unisson, il y a un méchant et il n'y a pas de questions. On ne se pose pas de questions sur la nature des rebelles, ou en tout cas, on évite de trop mettre en avant les vidéos atroces que les rebelles islamistes tournent, extrêmement morbides, qui je passerai sur les atrocités, mais qui montrent bien que ces gens sont capables de tout et d'absolument tout. Aux États-Unis, curieusement, je lis beaucoup la presse américaine, notamment quand je voyage, et je constate que ce soit dans le Herald Tribune, dans le Financial Times, on voit des choses qui vont à l'encontre de la pensée unique, et qui, de manière transparente, montrent que quand même les rebelles, le Front Al-Nusra et tous ses amis ne sont pas si présentables que ça. La dernière, c'est ce qui est sorti, une vidéo encore, qui est bizarrement en date de 2012, qui est sortie je crois avant-hier, et qui montre une exécution froide de rebelles après les avoir humiliés d'une balle dans la tête, avec beaucoup de cruauté. De prisonniers
militaires du régime. Absolument. Donc on peut se poser ces questions. Moi, je pense que les milieux bellicistes sont forts aujourd'hui, mais il y a aussi des questions qui se posent à l'état-major américain. Le général Dempsey, par exemple, chef d'état-major, a clairement averti le président Obama qu'attaquer la Syrie, c'était partir dans une aventure dont on ne maîtrisait pas les conséquences. Donc il y a des débats aux États-Unis. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de constater que, je dirais, l'essentiel du complexe militaro-industriel et l'essentiel des lobbies pro-israéliens, aujourd'hui, ont tranché en faveur de la guerre. Alors, je ne sais pas ce que ça produira au Congrès. Il semblerait que les choses soient assez tranchées pour l'instant. D'après une estimation, l'AFP prétendait vendredi qu'il y avait 200 sur 443 voix, 224 qui étaient contre. Donc on serait dans une logique de légère majorité contre la guerre. Mais je pense que les milieux bellicistes qui sont bien organisés pourraient faire basculer assez facilement cette majorité. L'opposition, elle se trouve dans le milieu isolationniste classique chez les républicains, donc autour du sénateur Rand Paul, mais se trouve aussi dans des milieux démocrates traditionnellement anti-guerre, qui avaient fait entendre leur voix à l'époque de la Libye aussi, et dans diverses couches de la société américaine qui ne comprend pas, à juste titre, pourquoi les États-Unis sont engagés dans ces guerres qui se succèdent aussi rapidement. Il y a aussi autre chose qui commence à sortir, ce serait l'opération occulte de transfert d'armement et de moyens logistiques depuis la Libye, donc sous couverture, avec appui de la CIA, depuis les islamistes de Cyrénaïque vers la Syrie, et les milieux du Pentagone qui sont hostiles à cette intervention essaient d'apporter les éléments à des sénateurs américains actuellement, en ce moment, de donner les preuves que il y a des choses très troublantes qui sont organisées par la CIA et qui ont abouti à transférer du matériel militaire vers les zones rebelles syriennes. Mais en même temps, on sait depuis longtemps, puisque ça a été dit, que les Occidentaux, Français en particulier, et Américains, apportent ce soutien matériel, militaire, humain et financier aux rebelles, puisqu'ils appellent depuis longtemps à ce que ce soit fait. Donc on sait très bien qu'ils le font. Bien sûr, ils le font. Les Syriens, les rebelles syriens et les rebelles internationalistes, puisqu'il y a des brigades islamistes internationales, il y a même des brigades tchétchènes chez les islamistes, comme la brigade d'Oudaïev, etc. Donc ça vient de partout. C'est la nouvelle guerre d'Espagne, mais façon brigade internationale, comme on l'a vécu en Bosnie ou ailleurs, et plus verte que rouge. Plus verte que rouge, bien sûr, et soutenue bien sûr par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et aussi malheureusement par la France qui a fait le parti, alors qu'il y a bien longtemps, bien longtemps, c'est vrai, elle soutenait par une expédition, elle défendait les chrétiens d'Orient. Eh bien aujourd'hui, elle se trouve en co-responsabilité avec les massacres de villages chrétiens de Syrie opérés par les rebelles soutenus par l'Arabie Saoudite, le Qatar et les États-Unis et leurs alliés. Alors, Michel Janva, vous publiez 2 informations ce matin qui sont très intéressantes, inquiétantes mais très intéressantes. La première, c'est sur le fait que la ville de Maaloula est tombée aux mains des islamistes. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Et la deuxième tient à un témoignage très intéressant de Mère Agnès Mariam de la Croix, donc la carmélite fondatrice des supérieurs du monastère Saint-Jacques, le mutilé de la maison d'Antioche en Syrie, où elle vit depuis 20 ans, et qui affirme que les photos et les vidéos donc qui servent à prouver normalement le gazage des populations à Ghouta, sont un montage, et une fois de plus c'est une invention pure et simple de la politique et de la manipulation médiatique des Occidentaux. J'ai pas plus d'informations que ce que je n'ai publié déjà sur le Salon Beige, mais c'est sur cette ville chrétienne de Maaloula, donc qui est une cité chrétienne où les habitants parlent encore l'araméen, c'est-à-dire la langue de notre Seigneur. Donc une cité qui est chrétienne depuis l'origine et qui avait fait l'objet il y avait
les forces rebelles avaient commencé à investir la ville, puis s'étaient retirées il y a quelques jours, et cette nuit on a appris que l'armée syrienne s'est retirée sans doute sous les combats, et donc les rebelles islamistes ont investi la ville ce matin. Donc on a tout à craindre de ce village chrétien et des églises qui sont encore des plus vieilles églises de Syrie. Et donc l'intervention, s'il y avait intervention française, ou en tout cas le soutien français aux rebelles islamistes est extrêmement grave, puisque finalement c'est un soutien à, j'ose le mot, à l'extermination des chrétiens au Moyen-Orient. Qui a commencé. Qui se poursuit, et on voit bien que la France, qui est traditionnellement un État défenseur des chrétiens au Moyen-Orient, au Proche-Orient, est aujourd'hui fait partie malheureusement de ce milieu antichrétien. On le voit à la fois en France et à l'étranger. Alors, on a vu et quasiment tous les jours une intervention du Saint-Père François qui a appelé hier à une journée de prière et une cérémonie spécialement pour la paix et pour justement les chrétiens en Proche-Orient. Malgré tout, on a eu pas beaucoup d'évêques français qui là aussi beaucoup, pas assez, mais quand même. Je crois que les évêques français se sont extrêmement mobilisés sur le sujet. Bien mobilisés, ce qui est là aussi relativement nouveau. Et tout ça participe un petit peu, on retrouve l'engagement qui existe depuis un an dans la défense de la vie et le mariage et la défense de la famille. Néanmoins, vous publiez également ce matin un article sur les catholiques américains, qui, alors c'est vrai, vous précisez que ce sont les démocrates en particulier, mais qui semblent être extrêmement bellicistes, qui ne suivent absolument pas le pape, qui ne s'intéressent manifestement absolument pas au sort des chrétiens, que ce soit en Égypte, en Libye ou évidemment en Syrie, et qui avancent, qui soutiennent la guerre et qui veulent aller vitrifier cette zone-là. C'est assez incompréhensible quand même. Alors c'est pas nouveau du côté des démocrates américains, puisque ce sont quand même je dirais, entre guillemets, des catholiques qui ne suivent pas, qui n'ont jamais suivi ou très très peu l'enseignement de l'Église. Déjà sur les principes non négociables, ce sont ces mêmes catholiques. C'est pas très catholique, ça. Ce sont ces mêmes catholiques qui défendent l'avortement, qui défendent la dénaturation du mariage, la recherche sur l'embryon. Donc, en quelque sorte, quand le pape parle, j'ai envie de dire qu'ils en ont absolument rien à faire. Donc ça, je dirais, c'est l'aile gauche du catholicisme américain qui est foncièrement antipapiste finalement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que pour une fois, on n'a pas cette séparation en France. Alors en France, moi, ce qui me remonte effectivement de la base, de mes lecteurs, c'est justement une unanimité contre la guerre chez les catholiques, une unanimité pour l'appel à la paix lancé par le pape François, alors que traditionnellement sur le Salon Beige, sur les questions internationales, je constate qu'il y a souvent des divisions entre les lecteurs sur l'opportunité ou non, sur le soutien à la Russie, sur l'Iran, même sur le régime d'Assad. À la base, quand même, Assad n'est pas non plus un saint homme, il faut quand même le rappeler. Mais sur cette affaire-là, je constate que les catholiques français, avec leurs évêques, sont unanimement contre la guerre. Et je crois que c'est aussi lié à ce qui s'est passé en Égypte, où on a constaté que l'arrivée des frères musulmans au pouvoir en Égypte a été une catastrophe pour les chrétiens, les Coptes. Un véritable génocide. Voilà, parce qu'ils brûlent église sur église, c'est chaque jour. Et donc ce qui s'est passé en Égypte est en train de se passer en Syrie. Alors avec cet appel à la paix, le pape François tente de peser au niveau international. Est-ce qu'on assiste, Aymeric Choprade, à un retour de la diplomatie vaticane qui avait été un petit peu mise entre parenthèses sous Benoît XVI, qui était plus porté sur les affaires théologiques? Oui, manifestement, c'est un retour, et c'est la volonté de paix au fond. C'est la volonté de revenir au dialogue et de raison garder, parce qu'encore une fois, déclencher une guerre quand on n'a pas de preuves établies, quand on a des mobiles géopolitiques par contre, et on va en parler sans doute après parce que c'est important de comprendre quels sont les mobiles géopolitiques du camp occidental et de ses alliés des monarchies du Golfe dans cette affaire. Mais moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose sans rentrer dans le débat complexe de qui a fait quoi sur l'affaire de l'utilisation de gaz, d'armes chimiques. Ça n'a pas été répercuté dans les médias
soldats français, mais il y a 15 jours, il y a des enfants chrétiens qui ont été enlevés dans un village près de Latakié, et des familles de ces villages ont reconnu des enfants parmi les pauvres petits-enfants qui sont morts, et les photos qui ont été diffusées. Donc on ne peut pas exclure la manipulation, on ne peut pas exclure le montage. Je ne dis pas que j'adhère à cela, je n'en sais rien, mais je dis que, en tout cas, il y a énormément d'éléments troublants, et surtout si on revient dans le domaine de la logique, la rationalité, et qu'on se dit, mais est-ce que l'État syrien avait intérêt à utiliser les gaz chimiques alors qu'il avait l'avantage militaire, qu'il était en train de réduire la rébellion? Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Ce sont les rebelles qui avaient intérêt à utiliser ces armes terribles dont ils disposaient, parce qu'il y a eu d'autres gazages avant celui du 21 août, on l'oublie, il y en a eu d'autres, et il y a des fortes suspicions sur l'utilisation également de ces gaz par les rebelles. Moi, je crois que c'est ma conviction profonde que, en réalité, ce n'est pas le régime qui, je ne veux pas faire d'angélisme, qui est capable aussi de brutalité, de cruauté, etc., mais c'est pas le régime qui a utilisé ces armes, ce sont les rebelles pour impliquer davantage le camp occidental et pour lui donner un prétexte. Alors, est-ce qu'il l'a fait de lui-même, ou est-ce qu'il l'a fait, est-ce que des services occidentaux lui ont soufflé et l'ont aidé à mettre en œuvre ces armes terribles, ou à fabriquer un montage? Parce qu'après tout, je rappelle quand même qu'en Irak, les couveuses, médias mensonges, mais bien sûr, il y a eu des montages purs et simples. Les couveuses de Kuwait City, et la soldatesque irakienne qui aurait arraché les bébés des couveuses, tout ça a été fabriqué par des agences de communication américaines. Donc depuis 1990, sans cesse, il y a une fabrication de mensonges visant à retourner l'opinion publique et à justifier les guerres américaines. Les fameuses fioles de Colin Powell. Bien sûr, et puis on a les mêmes manipulations dans les guerres d'ex-Yougoslavie. J'ai sous les yeux un article du Daily Mail qui est daté donc c'est un journal américain qui tire 2 millions d'exemplaires, qui est signé d'une certaine Louise Boyle, et l'édition publiée le 29 janvier 2013 titrait, donc je vous le lis, plan soutenu par les USA pour lancer une attaque à base d'armes chimiques contre la Syrie et en donner la faute au régime d'Assad. Voilà, au moins le truc est clair. Et ça date donc, comme je vous le disais, du 29 janvier 2013, et les services travaillent avec les médias sur la préparation de l'opinion publique, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait en Serbie, comme ils l'ont fait dès qu'ils ont besoin de justifier d'être les redresseurs de tort du monde entier, et l'opinion publique, tous les moutons bêlants, foncent tête baissée. Alors peut-être, Grégoire, faut-il expliquer sur le plan géopolitique pour quelles raisons les États-Unis et leurs amis et l'État d'Israël sont en train d'aller dans cette direction? Parce que je crois que c'est important. C'est un petit peu pour ça que je vous ai invité, en fait. c'est important, au-delà de l'analyse que nous faisons sur la manipulation des esprits et la fabrication de pseudo-preuves pour justifier les guerres, de comprendre qu'il y a des mobiles géopolitiques. Alors, si on veut résumer les choses, il me semble que dans cette affaire, il y a plusieurs guerres dans la guerre. Il y a une guerre d'abord plus globale entre les États-Unis d'une part, la Russie et la Chine d'autre part, qui est une guerre, pour simplifier, entre le programme unipolaire des États-Unis, qui reste un programme qui est au cœur de la stratégie américaine depuis la chute de l'URSS. L'unipolarité dominée par les États-Unis, c'est ce qui donne l'énergie aux États-Unis pour essayer de transformer le monde depuis 1990. Et de l'autre côté, il y a la multipolarité, les pays les puissances émergentes et les pays comme la Russie et la Chine qui cherchent à promouvoir un monde fondé sur l'équilibre, sur la souveraineté des puissances, sur la coopération internationale. Multipolarité contre unipolarité. Je pense que la question de la Syrie et au-delà de l'Iran rentre dans cet affrontement par épisodes successifs entre les États-Unis et leurs alliés qui les suivent, malheureusement, dont la France,
et d'autre part la Russie et la Chine qui disposent quand même d'un veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour tenter au moins de ne pas donner une légalité à ce programme unipolaire. Ce qui les empêcherait pas d'intervenir, on l'a vu notamment en Serbie, avec ou sans mandat de l'ONU. Absolument. De toute façon, avec c'est mieux, mais sans on le fait quand même. C'est leur philosophie. Alors ça c'est Vous êtes bien à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, émission diffusée en direct le dimanche 8 septembre 2013 et dirigée par Grégoire Boucher, assisté de Christophe de Roscouré. Nous recevons aujourd'hui Aymeric Choprade et Michel Janva pour rendre hommage d'abord en début d'émission au commandant de Noël de Saint-Marc et pour traiter de la question extrêmement brûlante de l'intervention qui se prépare en Syrie, essayer de comprendre pourquoi on nous ment éhontément sur ce sujet-là et comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les ficelles qui sont peu avouables et qui sont derrière. Voilà. Et comment dans ce dossier-là, la France est en train de disparaître du concert des nations et pourquoi la Russie, nous allons l'évoquer, est en train de retrouver une place de choix. Alors, Aymeric Choprade. Oui, dans cet affrontement global, il y a la question de l'énergie et c'est une question importante quand on parle du Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, tout confondu, c'est-à-dire l'Iran et les pays arabes, sans la Turquie, c'est en termes de réserves prouvées en 2012 presque 50% des réserves prouvées de pétrole dans le monde, donc la moitié des réserves. Gaz et pétrole. Non, pétrole uniquement. Le gaz, c'est si on s'en tient au ce qu'on appelle le BP, le British Petroleum, le rapport qui fait référence dans le domaine des réserves et de la production, pour le gaz c'est 38%, donc c'est presque 40%. Mais c'est considérable, une grande zone, ce grand Middle East comme disent les Anglo-Saxons, un euro dans le cochon rose parce que j'ai utilisé un anglicisme. Donc ce grand Moyen-Orient, il fait 40% des réserves prouvées de gaz, il fait presque 50%. La logique des Américains, elle est très simple. Contrôler les réserves et la production du Moyen-Orient, c'est prendre l'avantage sur ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin, ce sont les pays émergents et surtout les pays d'Asie comme la Chine. C'est-à-dire que s'ils contrôlent le Moyen-Orient, eh bien ils contrôlent la dépendance énergétique de la Chine. Et c'est une chose qui leur donne un avantage considérable, d'autant plus qu'ils seront peut-être à l'horizon de 2020 les premiers producteurs de pétrole devant l'Arabie Saoudite, puisque ils ont des réserves importantes, les Américains, qu'ils n'utilisent pas beaucoup, et qu'ils ont aussi, alors ça c'est un autre débat, le gaz de schiste, etc. À moins que ce soit d'ailleurs une bulle, enfin il y a un débat sur le gaz de schiste. Mais quoi qu'il en soit, si on prend les États-Unis et le continent américain, pour faire simple, ils disposent de réserves considérables. Donc, prendre pied au Moyen-Orient, c'est tout un programme, c'est l'Irak, c'est la recomposition de l'ensemble du Moyen-Orient. Alors, la place de la Syrie dans cette affaire-là, elle est très simple. La Syrie, c'est un corridor, c'est un territoire d'évacuation du gaz du Qatar vers l'Europe et du pétrole de l'Arabie Saoudite vers l'Europe. Ça veut dire que si le régime syrien change et qu'il devient un régime pro-américain, pro-saoudien ou proche du Qatar, eh bien ces deux pays du Golfe, ces deux monarchies du Golfe pourront renforcer et faciliter leurs exportations d'hydrocarbures vers l'Europe. Or, sous contrôle des États-Unis. Sous contrôle des États-Unis, mais qui est visé principalement ? Eh bien c'est la Russie, parce que la Russie est le principal fournisseur de gaz de l'Europe, évidemment. La Russie, je le rappelle, c'est quand même presque 30% des réserves prouvées de gaz. Et aujourd'hui, en Europe, et en particulier en Europe orientale et en Europe centrale, on a des niveaux de dépendance vis-à-vis du gaz russe qui atteignent les 60, voire les 80% pour certains pays. Par conséquent, c'est une guerre contre la Russie, contre la fourniture énergétique en énergie en gaz essentiellement de l'Europe, et c'est la volonté des États-Unis, évidemment, de tenir l'Europe, l'indépendance des Européens, de la tenir encore mieux par la fourniture d'énergie venant de leurs alliés du Moyen-Orient. Or, Hafez el-Assad, c'était le père. Bachar a dit non à ce programme.
C'est la raison de l'éclatement entre Damas et Doha, le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est la principale raison pour laquelle ces pays ont donné le feu vert à des djihadistes pour tenter de déstabiliser l'État syrien. C'est que le programme qu'ils avaient d'évacuation des réserves a été contrecarré. Donc il y a de toute façon, tel que vous le présentez, il est inimaginable que la Chine et la Russie laissent faire. Parce qu'autant en Libye ou, pour reprendre effectivement le cas le plus douloureux pour nous Européens, en Serbie, ces oppositions, ces enjeux énergétiques n'étaient pas du tout au même niveau. Là, donc on peut penser effectivement que la Russie ou d'autres puissances n'ont pas voulu intervenir et provoquer un embrasement mondial. Là, il est bien évident que la Russie et la Chine ne laisseront pas faire. Je pense que la Russie ne laissera pas faire parce que c'est une double agression. C'est une agression contre sa fourniture énergétique vers l'Europe, mais c'est aussi une agression vers l'axe Russie-Iran-Syrie, qui est un axe d'opposition à l'axe occidental lié aux monarchies sunnites. Et donc les Russes sont indirectement agressés dans cette affaire. Ils le sont d'autant plus que, je le rappelle quand même, la Syrie a une coopération forte, une coopération militaire forte avec la Syrie, avec la Russie, pardon, qui a plusieurs dizaines de milliers de Russes aujourd'hui qui vivent et travaillent en Syrie, qu'elle dispose de la facilité navale du port de Tartous en Méditerranée orientale. Par conséquent, la Syrie vit cette affaire comme une nouvelle agression, beaucoup plus que la Libye. Mais c'est la continuité. Elle avait déjà dû subir cela en ex-Yougoslavie. Elle avait mis un coup d'arrêt en 2008 avec l'affaire de la Géorgie, en montrant les limites que ne devait pas franchir l'OTAN. Mais cette fois-ci, je pense que ça peut déclencher un engrenage infernal. Alors, Aymeric Chauprade, vous voyagez beaucoup à travers le monde. Est-ce que vous pouvez porter une autre vision, une autre politique, visage de la France, géopolitique, auprès de vos interlocuteurs, et quelle est leur réaction justement? Parce que leur première vision, c'est de voir la politique qui est menée par le gouvernement. Est-ce qu'ils sont intéressés justement par des alters géopolitologues français? En Russie, c'est évident. C'est vrai que je voyage en Russie, et en Russie, on sait que la France, ça n'est pas cela. Ça n'est pas ces gens qui la gouvernent et qui la trahissent dans son histoire, dans son identité, dans ses constantes géopolitiques. Ils le savent très bien et ils aiment profondément la France. Mais il y a beaucoup d'autres pays où la France reste profondément aimée, admirée, et où on sait faire la différence entre ces pseudo-élites de courte vue et qui sont essentiellement aliénées aux intérêts américains, qui font les guerres américaines quand même depuis 1990. C'est essentiellement ce qui s'est passé. Nos pseudo-élites ont validé les schémas géopolitiques américains les uns après les autres. On sait faire la différence. Il y a un agacement tout à fait légitime vis-à-vis de cette propension à donner des leçons de morale et à être le défenseur des droits de l'homme, quand on connaît la vérité géopolitique, quand on sait très bien qu'il y a énormément de pays du monde où l'on n'intervient pas et dans lesquels il y a des entorses profondes aux droits humains. Mais beaucoup de gens encore font la différence et attendent que quelque chose se passe en France. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que la France est déclassée, qu'elle est en train de sortir de l'histoire, qu'elle est en train de perdre malheureusement sa spécificité, sa voix singulière qu'elle portait sur la scène internationale, qu'elle est en train de devenir non plus une puissance, mais un pays européen comme les autres, dans ce grand ensemble transatlantique dominé par les États-Unis, et beaucoup sont chagrinés par cet état de fait. Et quel est le rapport avec le Quai d'Orsay? Y a-t-il aussi des oppositions internes, ou est-ce tout le monde derrière Fabius comme un seul homme? Vous savez, il a été dit tout à l'heure fort justement que le commandant Élie Denoy de Saint-Marc considérait que la vertu la plus importante, c'est le courage. Ce n'est pas l'intelligence, il y a l'intelligence au Quai d'Orsay. Ce qui manque dans nos élites, au Quai d'Orsay ou ailleurs, c'est le courage.
C'est le problème de la France aujourd'hui. Nous avons des gens compétents. Bien évidemment qu'il y a des réalistes au Quai d'Orsay qui sont absolument effondrés des choix qui sont faits par nos politiques. Mais malheureusement, et je pense que beaucoup, honnêtement, qui ont le sens de l'État, essaient, à travers des notes, d'alerter le politique sur les conséquences incalculables de cette affaire de Syrie. Mais malheureusement, le courage manque dans le pays. Et c'est ce défaut de courage qui petit à petit provoque le déclin de la France. Alors vous, Aymeric Chauprade, vous avez incarné un petit peu le renouveau de la géopolitique française, mais on a su que vous avez été viré, on va dire, du Collège interarmées de défense. On peut le dire. Donc vous gêniez. Est-ce que vous voyez une autre émergence ailleurs, d'autres soutiens Quel est on va dire, le paysage de la géopolitique en France? Il y a des grands instituts subventionnés. On pense à la Fondation de la Recherche Stratégique, l'IRIS, l'IFRI. Oui, Qu'est-ce qui pèse? Quelle est leur indépendance et leur production, on va dire, intellectuelle? Non, je pense qu'il y a beaucoup de géopolitologues indépendants comme moi et libres. Je suis évidemment pas tout seul, qui cherchent à comprendre et à dire librement les choses. Malheureusement, ça ne vient pas des institutions. Les grands instituts ont des financements publics qui font qu'il n'y a pas de liberté, malheureusement, et donc ils sont toujours au diapason de la voie politique. En revanche, je lis beaucoup de choses intéressantes. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup sur Internet de gens qui cherchent à raisonner librement, à développer des raisonnements géopolitiques tout à fait intéressants et qui veulent sortir la France de cet alignement, de cette non-politique, d'une politique qui effectivement est une non-politique, mais qui est contraire complètement à nos intérêts, parce que nous sommes en train d'effacer ce qui faisait la valeur ajoutée de la France sur la scène internationale, c'est-à-dire son rôle d'équilibre, sa voix singulière, le fait qu'elle n'additionnait pas sa puissance systématiquement au camp occidental et qu'elle faisait entendre une autre voix. Et je pense que moi je suis un optimiste de nature. Je suis convaincu que pour l'entendre dans l'armée, pour l'entendre aussi chez les diplomates et dans les milieux économiques, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rêvent d'une refondation de notre relation politique avec la Russie, qui pensent que la Russie de Poutine est une Russie bien gouvernée, non seulement sur le plan géopolitique, mais qui montre l'exemple sur le plan des valeurs, qui est un signe d'espoir. J'ai fait un appel à la Douma au moment de l'affaire du mariage pour tous, pour soutenir la démarche de la Russie, qui n'est pas du tout une démarche homophobe, comme on l'a dit, visant à persécuter les homosexuels. Il n'y a aucune persécution des homosexuels en Russie. Il y a simplement la volonté d'affirmer le caractère unique du mariage et le refus de ces valeurs qui viennent, on le sait, du libéralisme libertaire américain, des philosophes français repassés par Berkeley comme Deleuze, Derrida et autres, de ces gens qui sont en faveur du nihilisme finalement, de la destruction des valeurs fondamentales de notre civilisation. Donc il y a beaucoup de signes d'espoir dans le monde d'aujourd'hui. Il y a un refus non seulement de la domination géopolitique américaine, de l'unipolarité, mais il y a un refus de ce modèle fondé sur la supériorité hédoniste du plaisir et de l'individu sur toute autre valeur transcendantale ou humaine. Et ça, je crois que c'est un grand signe d'espoir. Je le vois en Russie, mais je le vois aussi en Amérique latine et dans d'autres continents. Alors, oui, enfin, Michel Jeanvin. Vous parlez d'alignement de la France sur la politique américaine, mais on constate quand même un certain isolement de la France au sein de l'Union européenne, notamment ces derniers jours, avec le refus britannique justement d'intervenir en Syrie. Et aussi, dernièrement, je crois que c'était vendredi, la déclaration du président du Conseil de l'Union européenne déclarant qu'il n'y avait pas à intervenir militairement tant que l'ONU n'avait pas donné son feu vert. Oui, mais ça, je l'inscris absolument. C'est un constat très juste. L'inscrit dans la volonté classique des Anglo-Saxons de rappeler à la France qu'elle a vocation, de leur point de vue, à suivre les États-Unis, mais certainement pas à les devancer. C'est une sorte d'humiliation volontaire qui est infligée aux politiques français pour leur dire vous êtes allés plus vite que la musique, vous devez suivre les États-Unis.
États-Unis comme vous l'avez toujours fait, vous ne devez pas les devancer. Et on voit bien que Hollande se retrouve un peu mari dans cette affaire et qu'il essaie de retomber sur ses pieds en obtenant l'adhésion de l'Allemagne, qui est d'ailleurs assez timide, plus que timide, puisque l'Allemagne de toute façon ne participera pas à cette mascarade. Alors Michel Janvin, moi j'aimerais vous entendre aussi sur un sujet directement lié, et pour reprendre un des propos de Xavier Moreau publiés sur votre site Aymeric Choprade, donc realpolitique.tv, et qui écrivait: le prix que la France paiera pour son soutien aux islamistes en Syrie risque d'être bien plus élevé que celui qu'elle a payé pour son soutien aux islamistes bosniaques. On a, et au-delà de l'aspect moral, effectivement, de l'engagement à l'étranger et du risque d'envoyer nos soldats se faire tuer pour une cause qui n'est pas juste, on va avoir un effet boomerang, des conséquences en France dramatiques. Vous avez publié ce matin ou hier une caricature parlant effectivement de la guerre et de la nécessité d'intervention militaire à Marseille. Même si c'est sous le ton de la caricature, on voit bien le nombre de djihadistes français déjà emprisonnés ou impliqués dans la guerre en Libye, déjà en Syrie. C'était le cas en Afghanistan, c'est le cas en Irak. On voit bien que cet embrasement, il touche déjà directement la France. Et que ça aura des conséquences directement en France sur l'équilibre, même pas géopolitique, sur l'équilibre de la sécurité de notre pays. Oui, c'est-à-dire qu'à travers son soutien à l'agression américaine, François Hollande finalement encourage les islamistes français dans leur action. On sait aujourd'hui qu'il y a entre 100 et 200 au minimum musulmans français engagés de nationalité française engagés en Syrie au sein des forces rebelles. Donc finalement, il ne fait que les encourager dans leur action, dans leur terrorisme. Et il est à craindre demain à ce que le terrorisme islamiste soit encouragé contre les intérêts français, que ce soit à l'étranger ou en France. Et en plus, quand on voit la manière dont les églises sont autodétruites en France, quasiment, où l'État les laisse se faire détruire, et de quelle manière le gouvernement français arme les islamistes ou soutient les islamistes qui brûlent également les églises chrétiennes, notamment aux Coptes en Égypte, il va y avoir une cohérence de toute façon à ce que ce changement d'attitude se voit aussi en France et ait des conséquences dramatiques en France. On peut le craindre en tout cas. Quand une église est incendiée en France, aucun ministre ne réagit. Quand une mosquée est taguée en France, tout de suite, la presse et les politiques sont sur place, on se frappe par la poitrine. Donc tout ceci est un formidable encouragement pour ces gens, pour ces islamistes qui sont installés déjà sur notre pays. Et j'ajoute aussi qu'on a également des forces au Liban. Le Liban qui est déjà déstabilisé depuis de nombreuses années avec ce qui se passe dans la région, et depuis quelque temps avec la rébellion en Syrie, il y a énormément de réfugiés syriens au Liban qui déstabilisent encore plus le pays. Or, nous avons au Liban Sud des forces françaises sur place qui, elles aussi, pourraient craindre si la France intervenait en Syrie. Alors, Aymeric Choprade, pouvez-vous dire sur cette dimension justement franco-française, on va dire, des conséquences du délire, parce que c'est du délire criminel des politiques français? C'est une politique qui n'a franchement ni queue ni tête, qui est pleine de contradictions. Prenez l'engagement au Mali, dans lequel nous avons combattu des djihadistes, qui était une des conséquences de la guerre en Libye que nous avions soutenue. Donc nous avons fabriqué cette menace que nous avons dû combattre ensuite, et puis maintenant nous soutenons les djihadistes en Syrie alors que nous les combattons qui arrivent de Libye, etc. Donc ça n'a ni queue ni tête. C'est absolument désastreux. Et ça aura des conséquences effectivement gravissimes, parce que la question de l'identité en France est dans l'état que l'on connaît, c'est une poudrière, ça va nous sauter à la figure. Donc la combinaison de la question
islamique intérieure avec l'évolution de l'islam dans le monde musulman et des différents régimes est quelque chose d'absolument gravissime qui va nous rattraper. Au-delà de ça, si le régime syrien tombe, il faut quand même se poser la question des 10% de chrétiens, effectivement, des 2 millions de chrétiens de Syrie. Il faut se poser la question de l'avenir des 2 millions d'Alaouites, cette minorité chiite qui est au cœur du pouvoir, mais qui n'est pas seule. La question des Druzes. Et s'agissant des Alaouites, il faut quand même souligner que les rebelles islamistes sunnites s'appuient sur une sourate de leur penseur de référence qui est Ibn Taymiyyah, un penseur du XIVe siècle, qui considère les Alaouites comme les pires des hérétiques qui ne méritent que la mort. Donc on peut s'attendre, en cas d'effondrement du régime, à un massacre généralisé, non seulement des chrétiens, mais aussi des alaouites, chiites, avec toutes les répercussions que ça peut avoir vers le Kurdistan syrien, lui-même connecté au Kurdistan irakien, au Kurdistan turc, bien sûr, et au Kurdistan iranien. Et donc il faut être complètement siphonné pour... Vraiment, les mots me manquent pour qualifier l'irresponsabilité intrinsèque des politiques et de Hollande et de Fabius pour se lancer dans quelque chose d'aussi incroyablement dangereux et dont les conséquences sont gigantesques. Absolument. La combinaison des mécanismes identitaires peut étendre cette affaire jusqu'au Caucase, à travers les Azéris, la minorité azérie d'Iran qui est liée à l'Azerbaïdjan et tous les phénomènes de réfugiés, parce que les réfugiés, les minorités en question, elles vont aller où? Elles vont aller certainement vers le Caucase Sud, donc elles vont pousser vers l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais la Russie est alliée de l'Arménie. Il risque d'y avoir une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui cherchera à investir le Haut-Karabakh. Donc si vous voulez, on est sur le plan géopolitique dans un risque d'engrenage absolument phénoménal. Oui. Et je ne suis pas sûr que nos braves politiques aient mesuré la gravité de cette affaire. Alors, chers amis de Radio Courtoisie, Lumière de l'Espérance, le journal de Radio Courtoisie du dimanche, vous écoutez le libre journal de Grégoire Boucher, et nous recevons aujourd'hui Michel Janva et Aymeric Choprade, pour qui vous annonce que des bonnes nouvelles depuis tout à l'heure. Donc je pense que ça va vous mettre de très bonne humeur. Voilà. Donc néanmoins, nous sommes le journal de la Lumière de l'Espérance. Donc nous sommes pleins d'espérance, même si effectivement ceux qui sont des fous qui nous gouvernent auront sûrement des comptes à rendre un jour, pour essayer de voir l'aspect un peu plus positif s'il y en a un. Michel Janva ou Aymeric Choprade, comme vous voulez. Quel espoir peut-on néanmoins, puisque la guerre a commencé là-bas, puisque il y a des centaines de milliers de morts sans doute qui ont déjà donné leur vie pour ce conflit-là, mais qui n'a pas encore embrasé la planète. Quel espoir peut-on avoir que cet embrasement n'ait pas lieu? Écoutez, pour moi c'est simple. Il faut que la Russie soit forte et qu'elle tienne sa ligne. Et quand je dis cela, c'est pas du tout une position belliciste, bien au contraire. Si la Russie tient sa ligne, elle tient les équilibres. Si elle ne tient pas sa ligne, alors après la Syrie, c'est l'Iran, et après l'Iran, c'est la Russie, c'est une guerre mondiale. Donc il est vraiment impératif qu'aujourd'hui, la tentative américaine et de ses alliés soit stoppée par une position extrêmement ferme. Il y a des bâtiments russes qui sont en mouvement en Méditerranée. Il y a une dizaine de bâtiments au total qui vont être sur zone dans les jours qui viennent pour des destroyers, des frégates lance-missiles, etc. Et sans doute pour envoyer un signal fort aux Occidentaux. Ne commettez pas cette folie. Ne bombardez pas la Syrie, ne détruisez pas le régime syrien, qui certes est un régime imparfait, qui a commis des crimes aussi et des dérapages, mais quelle guerre est propre. Et à tout prendre, je préfère ce régime, qui est un régime j'aime pas ce mot laïcisant, parce que mais en tout cas qui fait barrage aux islamistes sunnites, à cette vague islamiste sunnite soutenue par les pays du Golfe, et qui peut préserver quand même les équilibres au Moyen-Orient. Les États-Unis ont une supériorité militaire incontestable dans tous les domaines, air, terre, sol,
armement, armée, troupes. Est-ce qu'ils n'ont pas justement un moment où ils ont été déstabilisés financièrement, où l'avenir des États-Unis économique est quand même assez compliqué? Est-ce qu'ils n'ont pas finalement n'ont pas recherché un clash dans un domaine où ils sont bons, c'est la guerre, puisqu'ils dominent? Oui, ça c'est l'option effectivement pessimiste, mais peut-être est-elle la plus réaliste. J'ai parfois évoqué cette hypothèse, l'hypothèse selon laquelle les États-Unis étant en train de perdre leur statut de puissance numéro 1 sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan monétaire, puisque le dollar est quand même aujourd'hui de plus en plus contesté comme principale devise de réserve de change sur la scène internationale. Les États-Unis étant en voie de désindustrialisation, connaissant une crise identitaire forte, etc., seraient en passe de perdre leur statut de première puissance mondiale et allumeraient le feu partout pour essayer en quelque sorte, de bloquer cette dynamique de l'histoire qui est en train de les priver de leur statut de puissance numéro 1 au profit du monde multipolaire qui s'installe. Alors le risque, c'est que cette stratégie qui consiste à allumer le feu partout et à installer le chaos pour ensuite arriver porter secours à leurs alliés locaux, à leurs seigneurs de la guerre locaux, qui sont souvent soit des mafieux, soit des extrémistes islamistes, eh bien cette stratégie, elle peut déboucher sur une guerre mondiale. C'est ça le problème, c'est que où va-t-elle s'arrêter? Évidemment, ni la Russie ni la Chine ne sont décidés à laisser les États-Unis aller jusqu'au bout. Néanmoins, vous avez dit, ils ont une supériorité. Bien sûr, ils ont la moitié du budget de défense mondiale, 600 milliards de dollars, grosso modo, c'est à peu près la moitié de l'effort de défense mondiale. Alors évidemment, quand on a ça, on a une puissance de feu considérable et ils ont une puissance de feu assez incontestable que personne ne leur conteste, mais ça ne suffit pas. Ça suffit peut-être pour gagner quelques guerres, mais pas pour gagner la paix. Ça ne suffit pas pour créer des solutions durables dans lesquelles ils peuvent rester forts. Je prends l'exemple de l'Irak. L'Irak, ils ont cassé le régime de Saddam Hussein. Aujourd'hui, Al-Maliki, chiite, est allié avec le Hezbollah et avec la Syrie, s'entend bien avec l'Iran et est absolument contre la politique de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc ils ont produit une situation qu'ils ne maîtrisent plus en Irak. La même chose en Afghanistan. Tout le monde sait très bien que dès qu'on a tourné le dos, les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. Donc ces guerres qui sont des guerres qui installent le chaos, qui effectivement détruisent des structures étatiques, détruisent des appareils militaires, ne débouchent sur rien, que sur du chaos. Du chaos incontrôlable. Et c'est le cas de la Libye. Prenez l'exemple de la Libye. Quelle est la situation de la Libye? J'analysais cet été pour un client privé qui est dans le domaine du pétrole. J'analysais la situation de la Libye. C'est très simple. La Libye, ils n'arrivent même plus ils étaient remontés à 1,4 million de barils jour à peu près un an après l'effondrement de Kadhafi. Et puis récemment, ils sont retombés à 300 000, puis 250 000. Pourquoi? Parce que vous avez le règne des milices et que vous n'avez plus d'armée, vous n'avez plus d'appareil étatique, et qu'en fait ces milices qui sont essentiellement islamistes prennent en otage les terminaux pétroliers, prennent en otage les champs pétroliers pour obtenir davantage dans le partage du gâteau pétrolier, puisque c'est l'essentiel des recettes de l'État libyen. 95% des revenus de l'État libyen, c'est le gaz, et le gaz, pour faire simple, de l'ouest, de la partie tripolitaine, et le pétrole de la partie cyrénaïque. Aujourd'hui, c'est le chaos total. 20 mois après l'effondrement de Kadhafi, vous entendez pas beaucoup de commentateurs en France vous dire que la magnifique révolution ou printemps arabe version libyenne a débouché sur une démocratie libyenne. C'est tout simplement le règne des clans, des milices, des ethnies, des Toubous, des Touaregs qui font pression, des Amaziques, les Berbères qui veulent des droits. Enfin bref, c'est le chaos total, il n'y a plus d'État-nation. Ce qui avait été annoncé par Bernard Lugan de manière extrêmement claire et qui s'est réalisé quasiment à la virgule près. Absolument, absolument. Là encore, il fallait pas être grand devin pour savoir exactement ce qui allait se passer. Il faut lire Bernard Lugan sur l'Afrique d'une façon générale et sur l'Afrique du Nord en particulier. Je suis assez fier de l'avoir édité aussi parce que je suis éditeur. Justement, on peut citer la 3e édition du chronique du choc des civilisations qui sort demain, c'est ça?
Absolument. Pouvez-nous sous ma plume, hein, pas Bernard Lugan. Non, mais en tant qu'éditeur, un livre qui vous avait valu. Alors j'en suis pas l'éditeur là pour le coup. C'est un autre éditeur. Ce ne sont pas les éditions Chronique. Voilà, c'est une filiale du groupe d'Argo. Voilà. Qui édite des ouvrages d'assez grand public. Donc c'est un atlas de géopolitique illustré avec également l'iconographie, des photographies et des cartes. Qui est un livre essentiel, qui est très accessible à la fois en prix, mais surtout dans son contenu, même pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Vous exprimez, parce que c'est effectivement très bien illustré, et vous arrivez à faire comprendre par des fiches qui sont très synthétiques et qui sont très bien faites, à la fois les enjeux, ce qui se cache derrière les forces en présence qui évoluent. Donc c'est la 3e édition. La première avait été publiée juste après quelques mois après ou quelques semaines après les attentats du 11 septembre et qui était sous-titrée l'après 11 septembre. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce 11 septembre, avec toutes les zones d'ombre qui existent encore, a vraiment marqué dans l'histoire des rapports de force une ère nouvelle, parce que les États-Unis ont utilisé ce prétexte pour à nouveau essayer de réimpliquer et d'écrabouiller le monde entier sous leur joug impérialiste. Oui, c'est un atlas qui traite des différentes crises, aussi bien du Moyen-Orient, mais aussi de l'Asie, de l'Afrique, qui est réactualisé. Donc on trouve la question de l'Égypte, on trouve la question bien sûr de la Libye et du bilan actuel que j'évoquais, mais aussi de la guerre en Syrie. Et j'aime à dire que c'est une sorte d'atlas de la dissidence, dans le sens où ça n'est pas... Du courage politique. Merci. Alors, il y a encore un an, l'Iran était dans l'œil du cyclone. Qu'en est-il aujourd'hui avec le changement de régime? Comment voyez-vous l'avenir? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus du tout. Alors... Moi, je n'utiliserai pas le mot changement de régime, c'est toujours le même régime, mais il y a un changement de présidence, absolument. Il y a un changement de présidence, et c'est vrai qu'il y a en tout cas un changement de ton. Exactement. Et une volonté de manœuvrer autrement et de ne plus se mettre en logique frontale avec les États-Unis, mais il y a une tendance un peu plus américanophile aussi qui est arrivée, notamment le ministre des Affaires étrangères. Je pense que les fondamentaux restent les mêmes et les objectifs restent les mêmes, mais que les Iraniens vont essayer de procéder de manière un peu plus habile et de ne pas, en tout cas, donner trop d'arguments faciles à leurs adversaires pour les diaboliser. L'Iran a un choix constant. L'Iran veut enrichir de l'uranium pour son énergie civile et aussi d'ailleurs pour la recherche médicale. Pour l'énergie civile, ça fait sens parce que quand on est le 2e pays pour les réserves de gaz et le 2e pays pour les réserves de pétrole et qu'on fonde une grande partie de sa richesse sur l'exportation de l'énergie, ça fait sens de réserver le plus possible le gaz et le pétrole à l'exportation et de développer en interne des énergies différentes que celles qui ont recours aux hydrocarbures et en conséquence d'avoir recours à l'énergie nucléaire civile. Alors bien sûr, c'est vrai, quand on est une puissance du domaine nucléaire civil, souvent la transition avec le nucléaire militaire, elle est pas très loin, même s'il y a des spécificités, mais c'est pas l'objectif initial de l'Iran. Et je pense que depuis le début, là aussi, il y a une diabolisation excessive de l'Iran qui est faite. Il y a des mensonges clairs qui sont faits sur l'Iran et sur sa volonté d'accéder à la puissance nucléaire civile. Et puis après tout, si on voulait être un peu plus provocateur, au nom de quoi l'Iran, puissance régionale importante, vieille civilisation dans la région, n'aurait pas droit de devenir, sachant que le Pakistan, puissance sunnite, est une puissance nucléaire, qu'il l'est devenu grâce à l'appui discret des États-Unis face à l'Inde, pourquoi l'Iran ne deviendrait pas une puissance nucléaire militaire? On sait pourquoi. Bien sûr, il y a une doctrine d'exclusivité du nucléaire au Moyen-Orient, une doctrine israélienne qui est centrale et qui fait que les Israéliens n'acceptent pas la perspective qu'une autre puissance puisse devenir une puissance nucléaire. Non pas pour les détruire. Ça viendra à l'esprit de personne de penser que l'Iran veut une bombe atomique pour prendre le risque d'être vitrifié lui-même.
L'Iran veut une bombe atomique pour se sanctuariser, pour défendre ses intérêts. Alors je dis qu'il la veut d'ailleurs, c'est absolument pas certain, mais il est possible qu'il la veuille après tout. Moi personnellement, je vois pas en légitime, quoi oui. c'est choquant. Je ne vois pas en quoi, et je le dis, je l'assume, il est choquant que l'Iran, le cas échéant, mais je le répète, ça n'est pas sa position officielle, et à mon avis, ça n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est le nucléaire civil, mais ça n'est pas en soi choquant que l'Iran puisse avoir cette prétention en termes de puissance régionale. Bien sûr, puisque la bombe nucléaire est une arme de dissuasion et de non-utilisation. De souveraineté aussi, bien sûr, de non-utilisation. Les Israéliens ont 400 têtes nucléaires, donc les Iraniens savent très bien que si ils devenaient fous et qu'il leur venait à l'idée d'appuyer sur le bouton pour détruire Israël, eh bien, ils seraient eux-mêmes rayés de la carte. Donc, évidemment que ça n'est pas dans l'optique de la destruction, c'est dans l'optique de l'équilibre des puissances et de la dissuasion. Mais l'Iran n'a-t-il pas un vrai travail, on va dire, de diplomatie, même de communication, justement, pour contrer l'image qu'on donne d'elle en Occident? Sans doute, ça, je suis pas dans le secret de la communication de l'Iran, mais ce que je sais, c'est que quand vous êtes face à des puissances considérables qui ont décidé de mentir, qui ont décidé de diaboliser, de vous caricaturer, et c'est la même chose en France sur le champ politique, c'est très très difficile. On pourra toujours vous reprocher, dire que vous avez commis des excès, qu'il fallait pas dire ça. Oui, c'est vrai, on pouvait dire les choses autrement, mais le fait est que quand des puissances considérables ont décidé de faire de vous le méchant, c'est très très difficile d'échapper à cela. Mais Michel Janva, moi je voudrais que vous nous redonniez un petit peu le moral. Pour essayer d'être plus optimiste, on peut déjà plus positif. Bon, on peut déjà constater que les frappes en Syrie n'ont pas commencé, donc tant qu'elles n'ont pas commencé, il reste quand même un espoir. Je parlais tout à l'heure de l'isolement de la France sur la scène européenne et même internationale. Ça peut être aussi un élément qui réussisse à faire reculer les autorités françaises. On peut toujours rêver après tout. On constate également une pression internationale qui a été notamment lancée par le pape François avec cette veillée de prière qui a eu lieu hier. Il y a différents moyens de pression. Il y a des manifestations. Une première manifestation qui a eu lieu l'autre jour, qu'on a vu sur Internet. Il y en a eu une hier, je crois. Il y en aura une autre demain. Il y a une certaine mobilisation. Nous, sur le Salon Belge, nous avons lancé donc en lien avec d'autres blogs sur Internet une pétition contre la guerre en Syrie. Donc aux dernières nouvelles, c'était hier matin, nous étions à 13 000 signataires, parmi lesquels donc on va bientôt l'annoncer un évêque français qui a signé cette pétition en la personne de Monseigneur Hayet. Donc il y a quand même une certaine mobilisation du pays, j'allais dire du pays réel, un peu après. C'est très étonnant puisque on constate que après l'affaire de la dénaturation du mariage, il y a aujourd'hui en France un peuple français qui s'est réveillé et qui conteste clairement les choix, les décisions politiques qui lui sont imposées. Oui, une certaine France beaucoup qui était en dormition aussi pendant 30 ans, on va dire, qui s'est réveillée avec le mariage. Et j'étais étonné en assistant à la manifestation de lundi au Trocadéro de reconnaître finalement des physionomies des gens qui s'étaient aussi mobilisés contre le mariage homosexuel. Là, contre la guerre, il y avait effectivement, c'était une manifestation menée par le Parti chrétien-démocrate, PCD, avec Boutin, Magrin, il y avait Frédéric Poisson, mais il y avait aussi, j'ai aperçu des veilleurs, des gens qu'on avait vus, des campeurs, enfin toute espèce de mobilisation qui s'est faite. Et des gens du printemps français. Et puis il y avait les slogans Hollande, ta guerre, on n'en veut pas. C'était assez percutant. Effectivement, la France est réveillée, donc on espère que on arrivera à peser pour qu'on n'aille pas jusqu'au bout de cette guerre absurde. Alors, Émeric Choprade, vous vivez à l'étranger. Comment ces pays-là suivent ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas une guerre franco-française, donc ça va être une guerre où c'est un conflit qui touche le monde entier, avec des conséquences qui vont les toucher aussi. Comment est-ce que c'est à la fois les risques sont perçus et comment l'attitude de la France est-elle perçue?
Oui, je vis à l'étranger. Enfin, je suis en même temps très souvent à Paris et en France d'une façon générale, et souvent dans beaucoup d'étrangers, beaucoup de pays différents, et malheureusement pas suffisamment chez moi avec tous ces voyages. Moi, je rejoins votre. En fait, je suis pas pessimiste, contrairement à toutes les horreurs que j'ai pu dire. Je suis absolument pas pessimiste. Je pense qu'il y a un réveil qui se produit en France, qui se produit à la fois sur la question des valeurs, qui se produit sur la question de l'identité, qui se produit. Il y a une libération de la parole sur la question de l'islam, sur la question de l'africanisation aussi de la France, par l'immigration massive, sur la question du mariage homosexuel. Toutes ces questions, il y a une libération de la parole, et on a vu des gens de nos générations, je crois que je suis un peu plus vieux que vous, mais qui ont pris quand même des risques physiques importants pour leurs idées. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors que leurs parents en disaient attention à pas te faire arrêter quand même, etc. Ils sont allés jusqu'au bout. Donc moi, je crois qu'il s'est passé vraiment quelque chose avec cette affaire d'ailleurs de mariage pour tous. Et je l'ai vu d'ailleurs ça en Russie. Ça les a beaucoup frappés parce que certains de mes amis là-bas m'ont dit oui, c'est passé presque comme une lettre à la poste en Espagne, mais c'est la France et on n'attendait pas ça, on s'attendait pas à ça. La France, qui est quand même travaillée par des forces laïcardes militantes, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle résistance qui se. Nous non plus. Hein. Voilà. Et ben voilà, c'est de là qu'est venu l'espoir. C'est une très très bonne surprise. Donc il faut être optimiste. L'histoire d'un pays, ça se déroule dans le temps long, évidemment. Ça n'est pas à l'échelle d'une génération, mais il y a des signes importants de réveil en France et en Europe pour l'indépendance de la France et pour l'indépendance des Européens aussi face à ce mondialisme américain. Alors pour ceux qui veulent, en tout cas, faire entendre leur voix contre cette guerre en Syrie, il y a une manifestation qui est organisée demain lundi 9 septembre à 19h. À l'angle de la rue de Tilsit et l'avenue de Friedland, c'est en face de l'ambassade du Qatar en fait. Voilà, 19h pour dire non à Hollande, à sa guerre inique. Donc vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, donc de Lumière de l'Espérance, le journal et la radio de Radio Courtoisie du dimanche. Nous avons reçu aujourd'hui Émeric Choprade et Michel Janva, donc pour évoquer la personne, très haute figure du commandant Elie-Benoît de Saint-Marc, et pour évoquer la géopolitique de la France en particulier en cette période extrêmement difficile, en tout cas inquiétante, où on ne sait pas s'il va y avoir ou non une intervention en Syrie, des Occidentaux, des Français et des Américains en particulier. Voilà, on ne sait pas comment évoluera de toute façon cette guerre, parce que quoi qu'il arrive, ils sont en guerre, et il faudra bien qu'ils trouvent une solution. Mais y aura-t-il ou non une intervention française et américaine là-bas? Les choses vont se décider dans les jours qui viennent. Donc, écoutez, je propose d'abord que nous prions et que nous soyons, comme l'a demandé le Saint-Père François, en prière pour la paix et pour que ce soit une solution pacifique qui soit trouvée, et pour que le Saint-Esprit éclaire notamment l'esprit souvent malade de nos gouvernants. Ils auraient bien besoin de ça. Je vous encourage évidemment à aller d'abord sur le site, vous allez dans l'ordre dans lequel vous voulez, mais realpolitique.tv, qui est donc le site internet de géopolitique d'Émeric Choprade, qui est remarquable, dans lequel vous trouvez énormément de choses toujours mises à jour, de vous procurer dès demain la 3e édition du livre Chronique du choc des civilisations aux éditions Chroniques, parce que vous allez comprendre énormément de choses, à soutenir et à aider et à aller faire connaître le Salon Beige, parce que c'est la très très bonne surprise de l'année qui vient de s'écouler. C'est l'effondrement systématique et quotidien quasiment de tous les médias du système, et nous nous en réjouissons parce que vraiment leur disparition ne fera pas de mal, en tout cas leur amoindrissement. En revanche, l'explosion, puisqu'aujourd'hui il faut savoir que le Salon Beige a plus d'audience que la plupart des quotidiens français, donc c'est une très très bonne nouvelle, et il faut que ça dure. Mais moins de pub.
Un peu moins de pub. Alors j'avais plusieurs annonces à faire, notamment annoncer la grande fête, les 30 ans de la Griffe, qui auront lieu le 5 octobre à la Mutualité. Et j'encourage, je crois que Michel vous y êtes annoncé. De toute façon, vous êtes partout. Tout à fait. Voilà. Donc à la Mutualité, le 5 octobre, la Griffe fête ses 30 ans. Il y a également demain, pour ceux qui peuvent, la présentation de l'école à Montfermeil, qui est une magnifique réalisation, qui est là encore porteuse de plein d'espérance et qui est d'ailleurs portée par la Fondation Espérance Banlieue, présidée par Éric Mestralet, que je salue, qui sera évidemment là demain avec le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine. Ceux qui peuvent s'y rendre et soutenir cette initiative extraordinaire, je les y encourage. Et bien entendu, j'encourage surtout les auditeurs à adhérer à Radio Courtoisie, à soutenir Radio Courtoisie, qui en a besoin. Ça leur permettra notamment de pouvoir recevoir le journal qui est très bien fait, qui s'appelle À l'écoute de Radio Courtoisie. Le dernier numéro est un hommage à Dominique Vénère, et qui est aussi bien fait que beau et qu'émouvant. Voilà. Donc le combat continue. Il faut faire preuve de courage, parce que c'est avec courage, avec solidarité que nous y arriverons. Ce mouvement solidariste est rené de ses cendres un petit peu depuis un an. Eh bien, nous l'encourageons de notre volonté, de nos prières. Je vous remercie beaucoup, Michel Janva et Émeric Choprat, de votre participation à cette émission, de vos lumières, parce que ça nous fait du bien de comprendre, et ça nous fait du bien d'espérer et de nous serrer les coudes pour maintenir ce combat-là. Que Dieu vous garde tous, et voilà, pour la France. Et nous faisons confiance à Notre-Dame, dont nous fêtons aujourd'hui la Nativité, pour que la victoire soit au bout du combat. Dans 4 semaines, et que Dieu vous garde.